Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va mettre les mains dans le cambouis si on peut dire. On va démonter pièce par pièce un système industriel complet pour voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti. La question de départ est simple. Comment l'eau arrive-t-elle à notre robinet de manière constante et contrôlée? Pour y répondre, on va s'appuyer sur le SPH 400. C'est une maquette certes, mais une maquette ultra réaliste qui nous donne une vue imprenable sur le monde de l'automatisation industrielle. Pour bien comprendre, on va y aller étape par étape. D'abord, une vue d'ensemble du système. Ensuite, on suivra le chemin de l'eau. Puis, on ira voir le cerveau de l'opération, son armoire de commande, avant de s'intéresser aux muscles, les pompes et les capteurs. On décortiquera la logique de décision et pour finir, on suivra un signal électrique du bit à l'action. Bon alors, première étape, c'est quoi exactement ce SPH 400? C'est bien plus qu'une simple maquette, c'est un véritable concentré de technologie. En fait, ce système reproduit tout le cycle de gestion de l'eau d'une petite commune. On a d'abord le puits, qui représente le captage dans la nappe phréatique, puis un bassin intermédiaire qui sert de tampon, et enfin le fameux château d'eau, qui distribue l'eau par simple gravité. Et le détail qui tue, c'est directement inspiré du réseau réel de la ville de Liverdon. On est donc sur du concret. Ok, maintenant qu'on a les grandes pièces du puzzle, regardons comment elles s'assemblent. Pour ça, rien de tel que le synoptique. C'est la carte routière du système en quelque sorte. Alors, si on suit le flux, tout commence avec la pompe P1 qui tire l'eau du puits pour la stocker dans le bassin de reprise. De là, un groupe de 3 pompes, P2, P3 et P4, prend le relais pour hisser l'eau jusqu'au château d'eau. Et la consommation, comment est-elle simulée? Eh bien, par des électrovannes qui s'ouvrent pour vider le château. L'eau retourne alors au puits, c'est une boucle fermée. Et bien sûr, pour être sûr que l'eau ne reparte pas en arrière, des clapets anti-retour sont placés à des points stratégiques, indispensables. Tout ce balai de pompes et de vannes ne se fait pas par magie, évidemment. Tout est piloté depuis un seul endroit, le véritable centre névralgique du système, l'armoire de commande. Et au cœur de cette armoire, on trouve le cerveau, l'automate programmable industriel, ou API. C'est une sorte d'ordinateur ultra robuste qui prend toutes les décisions. Il lit les infos des capteurs, exécute un programme, souvent écrit en graph7, un langage visuel parfait pour les séquences, et envoie ses ordres. C'est lui, le chef d'orchestre. Pour communiquer avec ce cerveau, on a une interface. C'est l'écran tactile, ce qu'on appelle l'interface homme-machine, ou IHM. Elle permet à l'opérateur de voir en un clin d'œil ce qui se passe, de vérifier les niveaux, les alarmes, et surtout, de pouvoir prendre la main en mode manuel si jamais c'est nécessaire. Et voici un autre composant essentiel pour la finesse du pilotage, le variateur de fréquence. Son rôle, c'est de faire tourner la pompe P1, non pas en on-off, mais à une vitesse variable, très précise. Ça permet de faire ce qu'on appelle une régulation PID, un algorithme intelligent qui ajuste en permanence la vitesse pour atteindre une consigne de niveau sans jamais la dépasser. C'est du contrôle de haute volée. Bon, on a vu le cerveau. Maintenant, sortons de l'armoire et allons voir le concret, le terrain. On va s'intéresser à ceux qui font le travail et à ceux qui rapportent l'information. Bref, les muscles et les sens du système. Du côté des muscles, les actionneurs, on a nos 4 pompes. On remarque que P1 est plus costaude, en triphasé, car c'est elle qui fait le premier gros travail. Les 3 autres sont en monophasé. Quant aux électrovannes, elles fonctionnent en très basse tension, 24 volts continu. C'est le standard pour les circuits de commande pour des raisons de sécurité. Et pour les sens, on a les capteurs. Il y a 2 grandes familles ici. D'un côté, les capteurs analogiques. Ils donnent une mesure continue, une valeur précise. Par exemple, le niveau est à 73%. De l'autre, les capteurs numériques, qu'on appelle aussi tout ou rien. Eux, ils disent juste oui ou non. Le niveau haut est atteint ou ne l'est pas. Les deux sont complémentaires et essentiels à l'automate pour savoir ce qui se passe. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Comment l'automate utilise toutes ces infos pour orchestrer le système de manière intelligente. On plonge maintenant au cœur de la logique de programmation. Une des fonctions les plus intelligentes de ce système, c'est la gestion de l'usure des pompes. Imaginez, si c'était toujours la même pompe qui démarrait en premier, elle s'userait beaucoup plus vite que les autres. Pour éviter ça, l'automate est un vrai comptable. Il mesure à la seconde près le temps de fonctionnement de chaque pompe. Et avec ces données, il fait ce qu'on appelle une permutation circulaire. En gros, il va choisir comme pompe prioritaire celle qui a le moins tourné, la deuxième qui a le moins tourné sera la secondaire, et la dernière, celle de secours. Il jongle en permanence entre ces 6 combinaisons pour que les 3 pompes vieillissent au même rythme. C'est malin et ça prolonge la durée de vie du matériel. Concrètement, pour remplir le château d'eau, ça donne quoi? Quand le niveau baisse, la pompe prioritaire du moment démarre. Si la consommation est forte et que le niveau continue de baisser, au bout de 30 secondes, l'automate se dit « Ok, j'ai besoin d'aide » et il lance la pompe secondaire. Et si 30 secondes plus tard ça ne suffit toujours pas, il enclenche la pompe de secours. C'est une montée en puissance progressive, intelligente et basée sur des temporisations. Évidemment, l'opérateur garde le contrôle. Il y a le mode auto.
où tout ce qu'on vient de voir s'exécute tout seul. Et il y a le mode manu. Là, l'opérateur peut, via l'écran, forcer le démarrage d'une pompe, ouvrir une vanne. C'est un mode indispensable pour la maintenance, le dépannage ou pour faire des tests. Dernière étape de notre exploration, et pas des moindres. On va relier le monde logique de l'automate au monde physique. Comment un 1 dans un programme fait-il tourner un moteur de plusieurs centaines de watts? La réponse est dans le schéma électrique. Tout commence par une décision de l'automate. Par exemple, démarrer la pompe 4. Il va alors activer une de ses sorties. Ça se matérialise par un tout petit courant électrique, une tension de 24 volts, c'est le circuit de commande. C'est juste un ordre, une information. Ce petit signal de 24 volts voyage dans un fil jusqu'à un composant qu'on appelle un contacteur. Il va alimenter la bobine de ce contacteur. Cette bobine, en recevant le courant, se transforme en un électroaimant. C'est un peu comme un interrupteur que l'on actionnerait à distance sans contact physique. L'action de cet électroaimant va fermer mécaniquement un autre interrupteur, bien plus gros et robuste celui-là. Et cet interrupteur, lui, est sur le circuit de puissance. En se fermant, il laisse passer le gros jus, le 230 volts, jusqu'au moteur de la pompe, qui se met alors à tourner. Voilà comment un signal de commande de quelques milliwatts peut piloter un moteur de plusieurs centaines de watts. C'est le principe de la commutation de puissance. Au fond, toute cette complexité, toute cette technologie, tout ce câblage, tout ça peut se résumer à une seule phrase. Tirée de la documentation technique, le système est asservi au niveau de l'eau. C'est l'eau qui commande. Le reste, ce n'est que la réponse technique à cette simple exigence. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ces principes, la logique séquentielle, l'équilibrage du temps de fonctionnement pour l'usure, la régulation fine de type PID, la séparation entre la commande et la puissance, on ne les trouve pas que dans les châteaux d'eau. On les trouve partout. Dans les usines, les bâtiments intelligents, les transports, c'est l'ADN de notre monde automatisé.